Bon, ben voilà, je crois qu'on est parti aujourd'hui avec Arnaud Plaisant. Bonjour Arnaud, bienvenue sur le podcast. Bonjour Jérôme, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Ben, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Bon, bonjour à tous les spectateurs, j'allais dire, non, les auditeurs et ceux qui suivent le podcast biomécanique. Donc, on se retrouve en ce lundi. Et alors aujourd'hui, ça fait pas si longtemps que ça, mais qu'on n'a pas abordé le sujet de la muscu, du bodybuilding. Finalement, c'est un sujet récurrent sur le podcast. Les gens, ils l'auront compris. Donc, on va se plonger dedans aujourd'hui avec Arnaud, puisque c'est quand même un spécialiste en la matière, si je puis dire. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, allez, pour les auditeurs qui te découvrent aujourd'hui sur la chaîne? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté à tous. Arnaud Plaisant, je fais du body depuis l'âge de 14 ans. J'ai été pro pendant 12 ans. J'ai fait là, je vais faire mon 9e championnat du monde en amateur. J'ai été pro, je suis repassé amateur parce que chez les pros, le niveau était tellement élevé et que je prenais de l'âge aussi. Donc, j'ai préféré redescendre en fait chez les amateurs pour continuer à m'éclater en compétition et pas faire des fonds de scène, évidemment. Et en même temps, je suis coach, préparateur physique d'athlètes parce que j'ai aussi une team qui s'appelle la Team Plaisant. Et dans cette team, j'ai pas mal d'athlètes. J'ai amené des athlètes à haut niveau, dont Maxime Parisi, que j'ai amené professionnel. Ça a été le premier pro français, ça a été le premier français à passer pro en men's physique. Et donc voilà, donc je travaille, je vis de ma passion. J'ai la chance de vivre de ma passion, de continuer à faire des compétitions et en même temps de m'éclater avec mes athlètes en compétition nationale et internationale. Voilà, en gros, je vais avoir 47 ans au mois d'octobre. Je suis donc en Master 2 maintenant à l'IFBB, chez les vieux 2, comme je dis toujours. Et donc voilà, je suis en bonne santé, tout va bien, parce que je préconise, enfin pour moi c'est la priorité, quand je suis des athlètes ou quand je m'entraîne moi-même, c'est priorité, c'est la santé. Donc voilà, en gros un petit peu ce que je fais. Un Après, petit peu le truc, ouais. Ouais, bon, on va dérouler tranquillement. Tu sais que moi, je t'ai découvert voilà, sur la chaîne de Share Fitness, puisque tu avais avec fait une Aiki. petite. Aiki, ouais. T'avais fait une petite expérience avec lui de préparation. Est-ce que je sais plus, ça s'est terminé aujourd'hui? Vous collaborez toujours ensemble ou Oui, on travaille toujours ensemble, hein, on fait des podcasts encore ensemble avec Gundil et Mhm. Fred. On en a fait un d'ailleurs il y a pas très longtemps, et c'est toujours moi qui l'entraîne, c'est toujours moi qui le prépare, donc on habite à côté, donc ça nous permet de nous voir régulièrement. Et puis bon, quand il a des sujets où moi je peux intervenir en tant que comment dire pour témoigner, parce qu'évidemment quand on fait des podcasts avec Fred et Gundil, faut être hyper calé dans beaucoup de choses. Donc pour les suivre, c'est un peu compliqué. Ouais, Donc ouais. voilà, moi je témoigne en fait par rapport à ce qu'ils disent, je témoigne de mon expérience sur ce qu'ils peuvent dire. Je confirme que les mecs qui sont au niveau, j'ai eu la chance d'avoir Gundil sur le podcast il y a quelques semaines là, qui est énormément apprécié, et Frédéric Delavier que j'avais eu il y a quelques temps auparavant. Ouais, non, c'est toujours des discussions qui peuvent aller loin, qui peuvent être euh, un petit peu dures dans le sens où faut s'accrocher, euh, C'est clair. il y a un niveau de connaissance et non, c'est hyper intéressant. Donc ok, bon, tu continues à collaborer avec Aiki. Je savais pas, je pensais que vous étiez en pause ou enfin comme on te voyait, comme on voyait plus trop parce qu'après il y a la fermeture des salles aussi qui a fait Ouais, il y a eu qu'on ça, voyait un peu voilà. moins de vidéos d'entraînement. Ouais. On va recommencer tout ça là, c'est prévu. On se remet tous en place là, au niveau des salles. Et on va refaire des vidéos avec Aiki, c'est prévu. On devait, cette semaine, on devait se voir, mais bon, moi j'ai trop de travail cette semaine, donc c'était pas possible. On va peut-être essayer semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que c'est en fonction de son travail aussi. Donc, c'est une semaine sur deux où il a plus de dispo. Donc, si c'était cette semaine, ce sera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je pense qu'on va se faire une vidéo d'entraînement, de training pour renvoyer tout ça, quoi. Ok. Aiki que j'avais reçu aussi sur le podcast et pour les auditeurs qui découvrent aujourd'hui l'émission, je sais plus quel épisode c'était évidemment, j'ai jamais les numéros en tête, mais allez farfouiller un petit peu dans les anciens épisodes. Il y a eu pas mal de monde dont on va discuter, dont on a discuté, qui sont déjà passés. Donc toi, c'est quoi ta spécialité en quelque sorte? Est-ce que tu t'as une spécialité, t'as quelque chose qui t'est particulier à toi dans l'entraînement, dans la façon de voir le bodybuilding, de voir l'entraînement?
Alors écoute, moi aujourd'hui, depuis bien une quinzaine d'années, on va dire, je fais plus de travail lourd. J'ai retiré le travail lourd depuis un certain moment parce que je me suis aperçu que finalement, je progressais beaucoup plus en faisant des séries, des séries longues, des séries en isométrie, des supersets, des trisets. Et surtout, c'est sur la longévité, c'est que tu as beaucoup moins de problèmes articulaires. Parce que le lourd, on sait que sur une période, sur du long terme, on a des problèmes articulaires, des problèmes de tendons, on prend des risques, des déchirures. Et c'est pour ça que finalement aujourd'hui, je suis toujours en bonne santé, j'ai toujours pas de problème articulaire ni tendon, parce que je travaille de cette façon-là. Ça, c'est vraiment en particularité. Je fais des séries quand même avec beaucoup de volume. Enfin, je fais des trainings avec beaucoup de volume. Donc, lorsqu'on dit qu'en body on travaille pas le cardio, la personne qui dit ça, je l'invite à essayer mes trainings et elle va vite comprendre que le cardio est très présent dans mes entraînements. Donc voilà, moi c'est vraiment ma spécialité un peu de travail là-dedans. Moi, quand on me demande des séries lourdes, c'est très rare que j'en mette. Bon, parfois je le fais parce que j'ai des athlètes qui m'en demandent, donc je leur réintègre un peu de travail lourd, mais c'est très rare. Est-ce que tu te souviens de ta première séance dans une salle de sport? Comment ça s'est passé? Quel âge t'avais? Quel contexte c'était? Alors bah oui, je m'en souviens très bien. Ouais, première salle de sport, c'était dans le nord de la France. C'était une petite association, une salle qui devait faire une trentaine de mètres carrés. Donc il n'y avait pas beaucoup de matériel. Et j'ai fait mes premières barres parce que, alors comment je suis amené à la musculation? Je suis amené à m'entraîner parce qu'à l'époque, je faisais du handball de haut niveau et j'avais donc 14 ans et j'ai grandi trop vite. Donc mes os, j'ai eu un problème au genou qui s'appelle Osgood-Schlatters, donc une augmentation au niveau de la croissance. J'ai un problème de croissance au niveau des genoux qui m'empêchait de courir pendant 6 mois. J'ai dû arrêter de courir pour que justement, à l'époque, c'était ça. Je devais pas courir, donc moi, passionné de sport, je peux pas rester sans rien faire. Et j'ai mon père qui faisait un peu de musculation dans une salle du village à côté de là où j'habitais. Et il m'a emmené à la salle là-bas. Donc, première fois que je suis entré dans une salle de musculation où j'ai vu, il y avait quelques mecs qui étaient quand même costauds. À l'époque, il y avait des posters, je me souviens, de Francis Benfato, de Tom Platz. Il y avait des posters comme ça. Et là, tout de suite, j'ai été, comment dire, épanoui par tout ça et de pouvoir être là-dedans. Je sais pas, il s'est passé un truc. Et là, c'était vraiment une révélation pour moi. Ça a commencé comme ça, en fait. T'étais frêle? T'étais assez maigre? Ou t'avais déjà un Non, bon physique? à 14 ans, je faisais 75 kilos déjà. Donc j'avais déjà un physique, hein, parce que j'étais Ah oui. issu du judo en fait. Hein, donc j'ai fait 8 ans de judo. En parallèle, je faisais du handball à l'école et après j'ai très bien fonctionné dans le handball. Donc j'ai arrêté le judo pour faire que du handball. Et mais j'ai quand même fait 8 ans de judo, donc j'avais déjà un physique, j'avais déjà des épaules. Par contre, j'avais pas de jambes du tout, alors qu'aujourd'hui c'est un point fort. J'avais que des épaules et du dos. Ok. Et Mais j'étais Osgood Schlatter, costaud. Hein. ouais. Et tu connais Iron Quest? Le nom me dit quelque chose. Je l'ai reçu sur le podcast là, il va bientôt sortir. Enfin, il sera sorti au moment où on discute là. Qui est pareil, il y a eu la même chose Osgood Schlatter, qui donc il y a une inflammation de l'épine tibiale antérieure là. C'est un truc qui arrive souvent là, fin de croissance, enfin milieu de croissance généralement. Ouais. C'est ça. Et toi, t'en as regardé aucune séquelle. Hein, de toute façon, en général, ça se rétablit Ah bien non, ça. Mm. ouais, non, 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 mais j'ai mis du temps avant de pouvoir courir normalement sans avoir de douleur dans les genoux. Mm. Ok, J'ai donc mis beaucoup de temps. t'arrives dans cette salle, tu vois les posters. Alors Francis Benfato, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, parce que je trouve, et je m'intéresse un petit peu au milieu, que c'est pas nécessairement celui qui est le plus connu des générations d'aujourd'hui, quand on parle d'anciens bodybuilders. Ouais. Et pourtant, plus ça va, plus je me renseigne, plus je découvre, plus je vois que c'est considéré par les anciennes générations comme une légende du bodybuilding français. Ah bah exactement, hein. Moi, il me faisait rêver sur les photos. En plus, il avait une très belle plastique, Francis. Donc, quand il posait, c'était une statue. Hein, et mon rêve, c'était de devenir comme ça et d'un jour d'être pro. Et chose que j'ai réalisée. Et la petite anecdote, c'est que je suis passé pro. Un an après, je me suis retrouvé au Grand Prix de Billy Montigny dans le nord de la France en démonstration avec lui. Alors, Ah, c'est tu l'as quand même rencontré alors? incroyable. Ah bah oui, et maintenant Francis, je le connais bien et je me Ok. suis retrouvé avec lui en démonstration sur scène. Je venais de passer pro. Lui, il était encore pro, mais il faisait plus de compétition à l'époque. Et bah, j'avais été très flatté de me retrouver avec lui. D'ailleurs, je lui avais dit et ça l'avait touché. Je lui avais dit, tu sais, j'ai commencé quelque part en voyant un peu tes photos parce que j'aimais la plastique.
Et j'ai dit aujourd'hui, je suis avec toi sur scène à faire une démonstration. Donc, j'étais très heureux de le rencontrer parce que bon, c'est un poseur hors norme. Hein. C'est Francis, ça restera le bodybuilder avec une esthétique exceptionnelle et un posing exceptionnel. Lui, il est de quelle promotion, pas promotion, mais il a concouru avec qui il a fait Olympia, il était c'était qui ses Ouais, compétiteurs à l'époque? Francis, c'est la génération de Lila Barada, de Bob Paris, Tom Platz, je crois, à la fin de sa carrière, Tom Platz. Francis est arrivé, Ok. je crois, à ce moment-là. Donc, je crois que c'est dans les années 84, Un peu il me avant semble. Arnold finalement. Ou, enfin, après Arnold. Après Arnold. Ouais, après Arnold, parce qu'Arnold, il a fait quoi? Il est allé jusqu'à quelle année, Arnold? Ça a été, j'ai tellement pas C'est- de notion des dates. Je sais plus, mais je me souviens dans Pumping Iron, je crois 2 ou 3 ou je sais plus. À un moment donné, il est contre. Enfin, il y a Tom Platz dans le top 10 et puis Tom Platz a été éliminé, je crois. Donc ça doit se chevaucher, à mon avis. Voilà, il a été peu de temps, et je me demande d'ailleurs s'il a pas fait une compète avec Arnold. Ça, je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de l'avoir vu sur scène avec Arnold. D'accord. Et Ben Fato, il a fait quoi au mieux? Enfin, je veux dire son Je crois palmarès le qu'il a plus fait gros. sixième à Olympia au mieux. Ok. Ouais, Et quatrième ou donc, ouais. sixième, je pense. Avec quand même, faut le savoir, avec à l'époque 82 kilos, je crois, ou 84 kilos. Hein. Ce qui aujourd'hui est impossible. Aujourd'hui, un gabarit, un Ouais. bodybuilder de son gabarit, c'est un moins de 202, c'est un mec qui fait 90 kilos et voire même parfois au-dessus. Hmm. Donc le niveau, Euh, il a explosé. Hein. on parlait beaucoup de Nubré, Serge Nubré. Hein, quand on pense compétiteur, bodybuilder, Olympia français, on pense beaucoup à Serge Nubré et je trouve moins à Ben Fato. Je sais pas s'ils sont de quel écart il y a entre les deux en Ah termes non, de non, préparation. Serge Nubret, c'était bien avant Francis Benfato. Ouais. Bon, je Parce suis qu'il pas était encore plus au fait. âgé. Tu vois. Ouais. C'était bien avant Francis Benfato. Et puis Serge Nubret, Ah oui. bon, bah, ça a été, je crois qu'il avait fait deuxième, je crois, à Olympia, il me semble. Je sais pas s'il avait gagné, je me souviens même pas s'il avait gagné, Serge. Mais bon, c'est un athlète Si qui ouais. restera. Si, alors il a remporté Monsieur Europe, Monsieur Univers et Monsieur World. Ouais, Et il a talonné parce Arnold que, pour le titre. Voilà, c'est ce qui est... voilà, parce qu'à l'époque, il était dans la fédération WABA, parce que l'IFBB était pas encore créé, je crois. L'IFBB a pris naissance avec Arnold, je crois, si je me trompe pas. Elle existait, mais elle n'était pas très connue. Et Arnold, après, est rentré à l'IFBB avec les frères Vedder. Ouais. Et là, ils ont commencé à développer en fait ce que c'est aujourd'hui l'IFBB. Et quand tu rencontres Ben Fato, qu'est-ce qu'il te dit lui? Enfin, il te remercie, tu lui proposes de boire un coup à la maison. Non. Bah non, après on se connaît pas, comment dire, plus que ça. C'est-à-dire que quand on se connaît, quand on se rencontre, on est content d'échanger, de discuter, de parler de choses et d'autres. Et il m'a même dit une fois, c'était rigolo parce que lui, il a gagné beaucoup d'argent en fait dans ses compétitions à l'époque. Après, bon, il n'a pas géré les choses comme il fallait, je pense. Après, bon, c'est mon avis perso. Mais une fois, et il m'avait vu parce qu'il voyait que je coachais beaucoup. Il m'a dit, qu'est-ce que je suis con, j'aurais dû faire ça. Mais je parle de ça il y a 10 ans, je crois. Faire ça, du coaching? Bah, faire du coaching comme je faisais moi en salle, chose il a fait après, je crois. Quand il était, parce que là, il est revenu, je crois qu'il est sur Alicante, il est en Espagne. Et avant ça, il était en Afrique du Sud parce qu'il développait une marque, je crois, de compléments alimentaires. D'accord. Ok. Si on revient donc au moment où tu rentres dans cette salle, tu vois les bodybuilders au mur, beaucoup hein, sont passés par là quand ils sont rentrés. Je crois Michael Gundil aussi, il en parlait quand il avait découvert un petit peu ce monde. Il y a comme un déclic qui s'est passé. Euh, toi, de suite, tu te dis, je vais être compétiteur, je vais être pro. Ça vient plus tard. La plastique, hein, il y avait Arnold aussi, hein, il y avait la photo d'Arnold, la photo mythique où il est de dos au public et il a les bras en croix, là, enfin en croix, Oui, oui. les bras ouverts. Voilà, Mm. cette photo mythique qu'on retrouve d'ailleurs dans les salles maintenant sur des murs gigantesques. Ben oui, la plastique qui est vraiment, bah, qui m'a séduit en fait. Hein. Je me suis retrouvé face à ça et je sais pas, j'ai eu un déclic. J'ai vraiment aimé comment dire, ce sport. Je sais pas, il s'est passé un truc, comme beaucoup de monde, hein, je pense. Hein.
Et c'est vrai que franchement, j'ai accroché tout de suite et j'ai voulu continuer. Et après, j'ai pas arrêté. Voilà, depuis, j'y suis, je suis à fond dedans. C'était quoi tes points forts, tes points faibles quand tu as démarré tu m'as dit tout à Ah l'heure bah, que tu avais ouais. les jambes qui étaient en point faible et qu'elles sont devenues points forts. Ça, j'aimerais bien savoir comment tu as fait après. Voilà. Alors, point fort, c'était mes épaules, épaules dos, et qui étaient liées au judo. Hein. Le judo, ça développe beaucoup les épaules. Et mon point faible, c'était les pecs, hein, parce que j'avais les épaules qui partaient vers l'avant, liées au judo, toujours pareil. Et les cuisses. Ah bah là, les cuisses, par contre, j'avais pas de cuisses du tout. Hein. J'étais vraiment très faible au niveau des cuisses. Et dès que j'ai attaqué la musculation, en même pas 3 ans, j'ai explosé mes cuisses. Comment Bah, en comment m'entraînant, je faisais 3 séances de cuisses par semaine. Ah, on a une petite coupure là. J'ai perdu le visu. Voilà. Voilà, j'ai explosé mes cuisses, je les faisais 3 fois par semaine. À l'époque, évidemment, c'était le lourd pour la prise de poids et les séries longues pour la sèche, on en était là. Et donc, je faisais du travail lourd et j'ai développé mes cuisses comme ça. Je crois, en 1 an, j'ai dû sauter 3 tailles de pantalon. J'ai les cuisses, elles ont littéralement explosé. Alors, savoir pourquoi, je pense que c'est sûrement lié à mon sport. Donc, je faisais au départ, hein, c'est-à-dire le handball. Je pense que ça m'a permis de développer beaucoup plus les cuisses. Et puis bon, maintenant, c'est resté un point fort, quoi. Et tu disais tout à l'heure donc que tu as un petit peu changé la manière de t'entraîner là, sur les dernières années, que tu essayes de faire un peu moins lourd, que tu es dans les séries plus longues, enfin tu utilises d'autres techniques. On pourra peut-être en reparler après. Et là, sur les jambes, quand tu as démarré, tu faisais très lourd. Donc en fait, le très lourd, c'est quoi qu'il faut retenir? Enfin, de ton expérience, Alors, le très lourd le, fonctionne, mais jusqu'à un certain moment. Alors, le lourd, c'est un grand mot parce que si on parle à des gens qui font de l'haltérophilie, si on leur dit qu'on fait des séries de 10, ils vont me dire que c'est pas du lourd, évidemment. Quand je dis lourd, c'est pas des séries de 3, c'est pas de la force. C'est vraiment du travail lourd, mais en série de 10. Donc, je restais sur des séries de 10 et je mettais la charge maximale par rapport au nombre de répétitions que je devais faire. Hmm. Et parce qu'à l'époque, on connaît que ça. Et après, je me suis aperçu que finalement, que ça m'apportait plus de blessures enfin des blessures, c'est un grand mot parce que j'ai jamais vraiment été blessé et ça m'a permis de comprendre que finalement on sollicitait beaucoup plus les articulations, on se concentrait plus sur l'exécution du mouvement et de monter la charge et on se concentrait pas assez sur la contraction musculaire. Donc le but en bodybuilding, c'est de développer des muscles, c'est de densifier la fibre musculaire. Et pour ça, on peut le faire autrement que faire sur le travail lourd. Après, on a vachement évolué parce que des études sont sorties. On a les pros aussi qui, eux, sont beaucoup plus gros aujourd'hui et qui finalement, beaucoup d'entre eux ne font plus de lourd. Après, pour les gens, pour le visuel des gens, ils les voient travailler avec des charges lourdes. Mais bon, quand ils font 160 kilos, ils peuvent se permettre de travailler avec des charges qui nous paraissent énormes, alors que pour eux, c'est des séries de 10, des séries de 15, des séries de 20. Hmm. Donc voilà. Oui, le lourd en fait, il dépend de. C'est pas lourd dans l'absolu, c'est lourd en fonction de qui quoi. C'est parce que toi une charge Voilà. Et le lourde, ça lourd, va pas. Enfin toi voilà. une Et le charge lourde, lourd, c'est c'est pour moi ça va quoi? être très très lourd quoi. Mais... Voilà, et le lourd, c'est quoi? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est mettre des charges excessivement lourdes avec beaucoup de poids ou est-ce que c'est lourd pour le muscle? Parce que de toute façon, quand on travaille en série longue, il y a un moment donné où la charge devient lourde, peut-être pas au visuel, mais pour le muscle, oui. Donc finalement, on travaille quand même les deux fibres. Les deux fibres, hein. C'est-à-dire. Fibre rapide et fibre lente. Donc en fait, c'est toujours en fonction aussi des antécédents sportifs, hein, parce que on dit que les fibres se forment en fonction du sport quand on est ado, si on fait des sports endurants ou pas. Alors il a été les études, je les ai pas, hein, mais il a été dit que on pouvait inverser les choses avec le temps. On pouvait augmenter plus de fibres lentes et moins de fibres rapides et vice versa en fonction des sports que l'on faisait. Donc ça, je sais pas si réellement c'est vrai. Mais par contre, effectivement, le fait de travailler les deux fibres, bah forcément, hein, on est toujours plus fort avec deux bras qu'avec un bras. Hein. Donc si on peut travailler les deux fibres, ça nous permet de travailler la qualité et la densité. Ok. C'est quand que tu te mets à faire de la compétition? Il se passe combien de temps entre ta premier entraînement dans la salle là, et le moment où déjà tu Trois te ans. dis que tu vas te mettre à faire de la compète? 3 ans, j'ai fait ma première compète à 17 ans, 17 ans et demi. Ah ouais, c'est tôt quand même. Ouais, 17 ouais, ans et ouais. demi. 3 ans après, je me suis mis à la compétition sur un défi en fait. Hein. C'est juste que j'étais en vacances sur Argelès.
Et à l'époque, Argelès, c'était la mecque du bodybuilding en France. Hein. Tous les gros, ils allaient en vacances là-bas. Il y avait une compétition qui se faisait en plein air chaque année là-bas, au bal des pompiers à Saint-Cyprien. Et il y avait toujours des guest poseurs qui venaient. Il y a eu Momo Benaziza, il y a eu Abdel Bouaf, Francis y était aussi. Donc il y a eu quand même des athlètes importants qui sont allés là-bas. Et moi, je m'entraînais dans une salle et puis il y avait bah, alors pareil, là j'ai encore une belle anecdote. Il y avait des mecs costauds qui étaient là, dont Abdel Bouaf, que les gens ne doivent pas connaître aujourd'hui. À l'époque, il faisait partie des pros français qui étaient gros, pas très connus, mais qui étaient gros. Ils s'entraînaient là-bas, puis j'ai sympathisé avec eux parce qu'ils avaient repéré en moi un potentiel et ils sont venus me voir, ils m'ont dit ouais, pourquoi tu fais pas de la compète? Là, on a une petite compétition dans une discothèque à Argelès à côté là-bas, un truc qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait plus tout ça. Mais et puis le patron de la salle faisait une démonstration lui à cette petite compétition parce que lui, il était troisième au championnat de France à l'époque, donc il était connu là-bas. Et puis ça a commencé comme ça. Et parmi ces personnes qui s'entraînaient à la salle, qui étaient potes avec Abdel Bouaf, il y avait un athlète qui s'appelait Patrick Claza. Bon, je dis s'appelait parce que malheureusement il est plus avec nous aujourd'hui. Et lui m'a dit tu devrais faire de la compète, t'as vraiment le potentiel, franchement fais-le. Et la petite anecdote, c'est que donc 17 ans, 5 ans après, je me retrouve en demi-finale du championnat de France avec lui, donc dans la même catégorie que lui. Donc pour moi, ils étaient gigantesques parce qu'à l'époque, je faisais 75, je faisais quoi, 80 kilos. Et là, je préparais le championnat de France, c'était en 99 et je me retrouve avec lui. Et donc lui, il fait troisième, moi je gagne la demi-finale et je gagne le championnat de France la même année. Et il vient me voir et il m'a dit, si j'avais su, en rigolant, avec beaucoup d'ironie, si j'avais su, j'aurais dû fermer ma gueule. Il m'a dit, et après il m'a dit, t'as vu que j'avais raison, et là, effectivement, c'était quelqu'un vraiment de très très sympa. Et c'est eux qui m'ont donné aussi l'envie de me lancer aussi dans le body. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis toujours aux gens qui sont en haut, n'oubliez pas d'où vous venez. Parce que moi, je me souviens que ces gens-là ont été sympas avec moi alors que j'étais personne. J'étais juste un ado qui voulait s'entraîner. Et ils ont tellement été sympas avec moi qu'ils m'ont donné l'envie de continuer parce que j'ai trouvé ça agréable. Ils répondaient à mes questions. Ils ont été vraiment cool avec moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois des jeunes qui viennent me parler, bah, je me dis que le déclencheur, je peux leur donner aussi. Et finalement, il y a une dizaine d'années, il y a un gars qui est venu me voir. Il m'a dit salut Arnaud. Il m'a dit je voulais te remercier. J'ai dit ah bon, pourquoi? Il m'a dit parce qu'il y a 10 ans en arrière, je suis venu te voir, je t'ai posé des questions. Et, à l'époque, il avait 14 ans. Et il m'a dit t'as été le seul au salon à me répondre et à être sympa avec moi et faire une photo avec moi. Ça m'a donné envie et aujourd'hui, je suis passionné. Donc voilà, comme quoi, ça tient à pas grand-chose. T'as rendu le truc, quoi. Et ça t'est arrivé, Voilà. au contraire, de croiser des gars qui t'inspiraient ou que t'aimais bien et qui t'ont un petit peu déçu? C'est Ah oui, bien des sûr. compétiteurs, ouais. Bien Sans sûr, donner de j'en ai nom, hein, un. forcément. Mais... J'en ai un. Si, je peux donner les noms. Liprist, par exemple. Liprist, Voilà, donne des noms. Bah, de toute façon, voilà. il parle pas notre langue, donc on est tranquille. Voilà. Oh, puis même, je m'en fous. Hein. J'ai pas de. Liprist, bon, je reconnais. Liprist, c'est un athlète qui est hors norme. Hein. Attention, c'est un très bel athlète. Lui, il fait des trucs extraordinaires. Les prises de poids et Oui, quand il est en compétition, c'est pas du tout le même bonhomme. Mais par et il contre, est bah, connu donc pour je ça. l'admirais. Voilà, et franchement, je l'admirais pour ça. Par contre, ma première compétition pro que j'ai faite, enfin non, c'est pas ma première, c'était ma deuxième. Ma première compétition pro, ma deuxième pardon compétition pro que j'ai fait à Los Angeles. Il était là et franchement, un mec désagréable comme j'ai jamais vu. Antipathique, il poussait tout le monde. Attention, la star. Bon après, il a gagné, c'est la star. Hein. Mais bon, pas humble du tout. Franchement, c'est un mec qui m'a énormément déçu sur son comportement. Pour moi, c'est pas ça un athlète. Tu l'as parlé directement ou c'était juste le Non, comportement non, que tu as parce vu à l'époque, j'avais un anglais très mauvais. Aujourd'hui, il est un peu mieux, mais bon, il est pas aussi bien. Mais j'ai pas, non, non, je parlais pas anglais du tout, donc j'ai pas pu communiquer avec. Et puis de toute façon, c'est un mec qui parle à personne, donc. Liprist, il est assez particulier. Il avait un gros tatouage sur le visage qu'il a fait enlever il y a pas si Ouais, longtemps. c'est ça. Ah ouais, c'est vrai, non, j'ai pas vu. Bon, bah, on le voit plus hein, sur Alors, les il réseaux. y a une nouvelle chaîne, je me rappelle plus le nom de la chaîne, mais c'est une chaîne YouTube
francophone qui prend des extraits de vidéos, et il y en a pas mal de Liprist, et qui en fait il fait une traduction, et il fait une traduction française, il parle par-dessus, et puis en plus il a une voix avec un accent, la personne qui fait ça, qui tient la chaîne, traduit avec un accent un peu du sud, assez drôle, et ce qui fait que il traduit des vidéos d'anciens bodybuilders, et puis il y a notamment Liprist, et alors c'est comme ça que j'ai vu quelques vidéos de lui récemment là qui sont apparues sur mon fil d'actualité. Et bon, c'est quelqu'un, quoi. Et de toute façon, c'est un mec qui a pas l'air d'avoir sa langue dans sa poche, qui a l'air d'avoir un caractère bien trempé aussi. Hein. Ouais, Je sais pas s'il était réputé pour ça. Ouais. C'est vrai. Alors aussi, la première compète pro, il faut le savoir, je l'ai faite au Canada. D'accord. Donc, je l'ai faite à Toronto. C'était en 2002. Et j'ai atterri, au Canada, à Montréal. J'ai atterri à Montréal la première fois, donc j'étais jamais venu au Canada. Ouais. Et c'était à l'époque le mari de Sophie Duquette. Je sais pas si tu connais. Sophie Duquette était canadienne, a été 3e au championnat à Olympia. Et son mari, il avait été reconnu meilleur entraîneur du Canada à l'époque, Robert. Et voilà, j'avais été accueilli par eux et j'étais allé m'entraîner au Pro Gym. Le Pro Gym de Montréal. Ouais, Pro Gym de Montréal, hein, club extraordinaire. J'ai toujours pas été. Tu sais, moi j'aime bien aller m'entraîner au gym quand c'est ouvert, évidemment. Aller garder le truc. Toi aussi, ouais, Montréal même, centre-ville. Et alors le Pro Gym, il est pas vraiment au centre-ville, il est un petit peu vers l'est, pour ceux qui connaissent, vers Hochelaga, Maisonneuve, quelque chose que les quartiers comme ça là. Et c'est un des plus gros gyms du Canada, je crois, et j'ai pas été encore foutre les pieds dedans. Tu vois. Ah ben c'est extraordinaire, il fait 10 000 mètres carrés, c'est juste démentiel. C'est démentiel, franchement, c'est un super club. Hein. D'ailleurs, j'ai une de mes anciennes athlètes qui est coach là-bas maintenant. Ok. Et il paraît qu'il y a beaucoup justement de compétiteurs et d'athlètes qui s'entraînent là-bas, quoi. Ah oui, parce qu'il y a même des salles de posing avec des miroirs où on peut se voir poser de derrière. Enfin, il y a un restaurant diététique. C'est immense, T'as même tout un complexe médical thérapeutique. Ouais, ça a dû évoluer. Hein. Je sais qu'il y a des choses qui ont changé. Hein. Mais ça a dû évoluer. Parce que moi, c'est en 2002, hein, donc c'est loin, c'est il y a 20 ans. Donc, t'es arrivé quand ici? C'était quelle saison? C'était, je crois, en juin. C'est en juin, ouais. Bon, ben ça va, c'était la même période que maintenant, quoi. Il fait bon. Ouais, voilà, ouais. J'ai pas eu la neige. Il fait chaud. T'as pas eu la neige et le truc. Ok, donc, alors tout à l'heure, tu disais la première compétition pro quand tu arrives en 2002 ici, quand tu fais la compète à Toronto, et que t'as senti une grosse différence entre le pro et amateur. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, c'est pas compliqué. Souvent, on te dit, quand tu passes du national à l'international, tu te dis, bon, voilà, le niveau, c'est bien au-dessus. Mais là, c'est pas bien au-dessus, il y a un canyon entre le niveau amateur, enfin, à l'époque, hein, pas plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y a un canyon. Tu débarques sur une planète extraterrestre. Tu te dis, c'est pas possible. Le niveau des gars, c'est juste extraordinaire. C'est impressionnant. D'ailleurs, je me souviendrai toujours, j'ai fait le meeting qu'on fait toujours avant une compétition pro. Et là, tu as tous les athlètes, évidemment. Et puis, tu as les juges qui sont là. Et tu as le président de la Fédé qui est là, qui fait un discours. Puis, il explique un peu le déroulement. Il y a le promoteur aussi de la compétition qui est là. Et là, tu es assis, tu regardes les autres, tu te dis, mais ils sont hors saison ou ils sont secs? Tellement les mecs, ils sont énormes. Un ordre d'idée, c'est que moi, je suis arrivé à ma première compète pro, j'étais à 109, 110 kilos. Les athlètes, ils étaient à plus de 120 kilos, quoi, pour la même taille. Ok. Ouais. Déjà à l'époque. Putain, déjà rien que 110 kilos. Putain, ah ouais, non, mais moi j'étais un petit pro, hein. J'étais pas énorme hein, par rapport à eux. Hein. C'était. Ouais. Bon, j'ai vécu des trucs extraordinaires. Et à part la carte, je crois que c'était avec Stéphane Matala que j'avais un peu discuté de ça. Je sais pas si tu le connais, Stéphane. Non, ça me dit rien. Qui a eu la carte pro aussi, IFBB. Et justement, les différences pro.
à part la carte pro, en fait, ça fait c'est quoi la différence entre être amateur, être pro? Est-ce que t'as plus de sponsors, t'as une reconnaissance? Non, du C'est quoi tout. Chez l'avantage? les pros, tu peux gagner de l'argent, que chez les amateurs, non. Voilà, tu as des primes. Tu peux accéder à Olympia. Alors maintenant, bon, aujourd'hui, il y a eu des séparations entre l'IFBB et la NPC américaine. Donc aujourd'hui, il y a deux IFBB. Bon, ça va bientôt se régler parce qu'apparemment, la NPC va être obligée de retirer l'IFBB parce que l'IFBB reste l'IFBB en Europe. Mais à l'époque, il y avait qu'une grosse fédération, c'était l'IFBB de Joe et Ben Vedder, qui avait été créé par eux. Et bah oui, t'avais dans les compétitions pro, tu avais de l'argent à gagner, tu avais Olympia, surtout les qualifs pour aller à Olympia. Après, derrière, ça te coûtait beaucoup plus cher parce que bah, les préparations sont plus chères, les déplacements sont plus chers parce qu'il faut enchaîner les compétitions. Et puis les sponsors, bah, il y en a pas beaucoup parce que à l'époque, ils sponsorisaient que les meilleurs, quoi. Hmm. Donc, c'est Aujourd'hui, il juste. y en a. Bah, Aujourd'hui, il n'y a pas non aujourd'hui, plus. Si. non, non, il y en a guère plus parce qu'il y a beaucoup plus de il y a beaucoup plus de catégories. Puis aujourd'hui, un sponsor va sponsoriser quelqu'un qui va lui rapporter de l'argent. Et un bodybuilder ne rapporte pas d'argent parce que commercialement, aujourd'hui, c'est pas vendeur. C'est plutôt les bikinis, les men's classiques. Ouais. C'est eux qui aujourd'hui donnent envie aux gens de s'entraîner, de pouvoir faire des compétitions parce que c'est accessible. Qu'un bodybuilder aujourd'hui, c'est inaccessible. Les pros aujourd'hui sont inaccessibles. C'est des extraterrestres, hein. Ah oui, non, mais voilà, déjà c'est inaccessible et je pense que, à part ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans le milieu, personne veut leur ressembler. Et, bah, moi, le premier. Je veux dire, franchement, aujourd'hui, ma vision du bodybuilding, c'est les men's classiques. C'est pas les pros actuels. Pour moi, les pros actuels, je parle donc Ouais. à la NPC, parce qu'à l'IFBB, les pros à l'IFBB maintenant, parce qu'ils ont créé une section pro, ça reste encore très harmonieux, très équilibré au niveau des physiques. Mais chez les pros à Olympia, c'est devenu démesuré, c'est inaccessible, c'est devenu un sport scientifique hein, à ce stade-là, hein. C'est-à-dire scientifique. Bah, scientifique sur tout ce qui est chimie, hein, parce qu'on va pas se voiler la face, hein. On sait qu'à ce niveau-là, c'est surtout la chimie qui en est responsable aussi, parce que bon, bah, les entraînements, ils s'entraînent tous dans les mêmes salles, hein, donc forcément, il n'y a pas un truc supplémentaire. Les techniques d'entraînement, bon, si on regarde bien, elles sont pas plus élaborées, mais par contre, en termes alimentaires et en termes chimie, ça n'a rien à voir, hein. C'est un niveau beaucoup plus au-dessus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, avant, on parlait chez les culturistes de un décès par an. Maintenant, on est à plus de 10 par an, quoi. Mais bon, c'est pas, on fait pas du sport pour mourir, hein, on fait du sport pour vivre et être en bonne santé, hein. Est-ce que tu penses que à ce niveau-là, oui, bon, ça c'est une certitude. Est-ce que tu penses qu'à ce niveau, c'est ça sera à celui qui prendra le plus, hein? On a souvent entendu Rob dire ça, par exemple, c'est que niveau pro là des Olympia, je sais pas si tu connais Rob, enfin si tu connais Ouais, Rob. ouais, ouais, Rob Transformers, je le connais bien. Donc il était passé aussi sur le podcast ici il y a quelques mois, un super épisode aussi. On avait tourné autour de Alors, ça, il a forcément. pas tort, il a pas tort, il a pas tort parce que ils sont dans la démesure et le problème c'est que ça passe ou ça casse. Voilà, aujourd'hui on en est là, ça passe ou ça casse. Le problème c'est que les personnes qui se disent ça, ils ont même pas 30 ans, quoi. Donc aujourd'hui le niveau ils ont 25, 26 ans, ils ont des niveaux. Une ordre d'idée, c'est que il y a pas longtemps, il y a un Russe junior qui a gagné le championnat de Russie. Il a 21 ans, il fait 123 kilos sec. 21 ans. Il fait 1m70. Comment il s'appelle, t'as son nom là? Alors je sais plus, c'est un nom russe, c'est un nom compliqué, mais Hmm. c'est démesuré, c'est démesuré. Donc voilà, mais le problème c'est que combien de temps il va vivre. Toi, Voilà. ton époque, 2002, si on reste sur cette période-là, euh, les mecs étaient déjà gros, ils avaient 10 kilos de plus que toi, là, tu me l'as dit, donc t'as vu déjà qu'il y avait un gap. Mais c'était quoi la tendance à ce moment-là? Est-ce que c'était le plus gros? Est-ce que c'était l'esthétisme? Parce que tout ça, ça a évolué au fur et à mesure Non, des non, années. non, ouais, ouais, l'esthétique était vachement important. C'est vrai qu'ils voulaient pas les culturistes avec les gros ventres, ils voulaient pas les culturistes avec des grosses tailles. Qu'aujourd'hui, bon, malheureusement, enfin, quoique, ils sont quand même revenus un peu en arrière. Je reconnais que c'est d'ailleurs pour ça que Philippe Hmm. ne gagnait plus parce que bah, forcément son ventre s'est déformé. Coleman, ça a été la même chose à la fin. Donc voilà, maintenant bah, il commence quand même à revenir un peu. Et d'ailleurs, Big Ramy a gagné cette année parce que, enfin l'année passée, parce que
parce qu'il a diminué en volume, il avait moins de taille, il était plus fin au niveau de la taille. Il commence un peu à revenir en arrière parce qu'ils ont atteint une certaine limite quand même, parce qu'à un moment donné, on peut pas être plus gros, c'est pas possible. Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à rien. Putain, c'est vrai, quand tu vois Big Ramy, tu te dis comment on peut faire plus gros que ça. Bah écoute, ouais, mais franchement, moi je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir en vrai à l'Arnold Classic il y a 3 ans, je crois. Il faisait l'Arnold Classic, il a gagné d'ailleurs. Ouais, je l'ai vu en vrai, mais il m'a pas impressionné quoi. Je l'ai trouvé gros, mais sur scène, il faisait très gros, mais par contre, de visu, en vrai, je le trouvais pas énorme. Il était gros, mais c'est pas le mec qui, je me suis dit, putain, lui, il est énorme, quoi. J'ai été plus impressionné, par exemple, de Morganas, tu vois, qui est notre Français, qui lui a une densité musculaire impressionnante. Il est vraiment gros, quoi. Lui, il m'a vraiment impressionné. Que Morganas, Big Ramy, ouais, il est gros, mais sur scène, par contre, il fait beaucoup plus gros. Donc, comme quoi, les proportions musculaires sont importantes sur scène. Et Morganas aussi, il est plus grand, hein, il me semble. Hein, il tâtonne le mètre Ouais, il 80. fait 1m92, je crois. Et, Ah oui, je putain, crois, il est grand. ouais, il fait pas 130, 135 kilos, je crois, sur scène, un truc comme ça. Ah non, mais lui, il est monstrueux, hein. C'est un truc de malade, hein. Lui, il est vraiment monstrueux. Après, c'est chez les pros, on regarde pas que ça, mais bon, lui, en vrai, c'est vrai qu'il est monstrueux, il est gros. Moi, il m'a vraiment impressionné. C'est marrant qu'il a jamais. J'ai l'impression, hein, peut-être que je suis pas trop au fait, mais j'ai l'impression qu'il a jamais vraiment explosé Morganas. Enfin, je le vois depuis quelques années, il est là, il essaye, mais ça prend pas. Bon, alors après, bah, il est européen déjà, donc quand on est européen, c'est déjà plus compliqué de se classer dans les compétitions pro, surtout quand on va aux États-Unis. Déjà, ça c'est une chose. Deuxième chose, je pense aussi sa ligne. Je pense que c'est sa ligne qui le met en défaut parce que bah, il a une base de strongman, hein, donc il est quand même assez épais au niveau de la taille, il est assez large au niveau de la taille. Je pense que c'est ça qui le pénalise aujourd'hui dans ses classements. Par contre, dans ses dernières compétitions, il s'est vachement amélioré. Je trouve qu'il a fait un beau travail. Il s'est vachement amélioré, une belle qualité musculaire. Il arrive, il est bien sec, bien dense. Bon, lui, la densité, c'est pas un problème. Mais après, je pense que c'est lié aussi à son esthétique, je pense. Quand tu parles de densité, à quoi ça correspond exactement? Je crois que j'ai peut-être du mal à voir. C'est quand tu dis il est dense, il est dur, ça correspond à quoi? Alors, bah, c'est simple. On va prendre en comparaison avec les gymnastes, par exemple. Souvent, les gymnastes, ceux qui font les anneaux, par exemple, parfois on les voit, on se dit, punaise, lui, on a l'impression qu'il fait 90 kilos. Et en fait, on lui demande son poids, bah non, je fais 75 kilos. Parce que le mec, on a l'impression qu'il est gonflé à l'hélium, en fait, que les muscles ils sont hyper volumineux et au visuel, ils font dur. On a l'impression que c'est des morceaux de pierre. C'est ça la densité musculaire. C'est que ça donne une impression de volume énorme sans que le poids il soit trop élevé. C'est bah, souvent les blacks, ils ont ça souvent. C'est pour ça que souvent on dit mais attends, le mec, on a l'impression qu'il fait 100 kilos et il en fait 80 quoi. Parce que ils sont très denses, très globuleux. D'accord, ça c'est la densité. C'est la densité, ouais. Parce que tu as des mecs qui sont très lourds. Et moi, ça m'est arrivé de me retrouver en compétition avec des mecs qui avaient 15, 20 kilos de plus, c'est arrivé, hein, et de passer devant eux. Et sur scène, pas paraître, je parais moins gros, mais pas beaucoup moins gros, alors qu'ils ont quand même beaucoup plus de poids. Et alors comment ça se travaille la densité, ou disons comment on peut l'améliorer si ceux qui Alors, écoutent là ils veulent paraître plus musclés, même sans forcément alors avoir plus de poids, quoi. la densité, c'est le travail. Hein, ça, c'est vraiment les techniques d'entraînement que l'on va utiliser. Effectivement, après, c'est en fonction de tes fibres musculaires, comment elles vont réagir, de ton antécédent sportif, évidemment. Un gymnaste qui se met au body, le mec, il explose. Il réagit très bien aux entraînements muscu. Donc ça, c'est lié aussi à la base. Okay. C'est lié aussi à la base. Donc voilà, il y a plein. C'est les méthodes d'entraînement aussi beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de volume dans les trainings. Et le lourd, ça, on dit souvent, on ressemble aux entraînements que l'on fait. C'est-à-dire quand tu prends un power, tu regardes le mec, il est carré. Quand au visuel, il fait carré. Il fait carré, il fait dur, mais il fait pas globuleux, tu sais. Qu'un mec qui travaille avec des séries longues, comme on voit chez les bodybuilders par exemple, les mecs ils font globuleux. Quand on les voit, ils font, ça fait des boules de partout. Qu'un haltérophile, il fait pas globuleux, il fait vraiment le mec mastoc, carré, un peu camionneur, un peu strong, quoi. Donc voilà, on ressemble vraiment au travail que l'on fait. Et ça, est-ce que c'est pas dû au fait le fait de travailler avec des séries longues, de travailler vraiment le muscle plus que parce que voilà, les haltérophiles ou quoi, ils Exactement, travaillent voilà, plus c'est de ce que je mouvement. disais tout à l'heure, c'est que Ça donne pas plus de glycogène et de. Voilà, c'est ça, parce que d'ailleurs, je donne toujours un exemple pour les gens qui disent,
Arnaud, je le sens pas ce mouvement. Je dis, bah, écoute, c'est pas compliqué. Je dis, si tu veux sentir ton muscle, on va prendre un haltère, par exemple, pour faire les biceps. Je dis, tu vas faire les biceps avec, par exemple, une barre avec, je sais pas, 20 kilos. Et pendant l'exercice, tu vas me parler. Donc, tu vas pas te concentrer sur ton mouvement. Tu vas me parler et on va discuter pendant ta série de 15 répétitions, par exemple. Tu vas poser, tu vas récupérer et après, par contre, tu vas prendre la même barre, mais par contre, là, tu vas t'isoler et tu vas te concentrer et tu vas t'imaginer que la barre, elle fait 40 kilos. Et ben, la personne, elle n'arrive pas à finir sa série. Elle me dit, oui, et pourtant, c'est le même poids et c'est le même mouvement. Alors moi, j'ai une question un peu à la con de pseudo, pas débutant, mais pseudo ignare. Voilà, ignorant sur le truc, c'est le mouvement, il le fait bien avec des muscles. Je veux dire, le mouvement, il se fait pas tout seul. Alors, je pense que c'est par rapport, enfin, c'est pas, je pense, je suis sûr, c'est la connexion en fait cerveau-muscle, tout simplement. C'est la connexion cerveau-muscle. La concentration va te permettre d'amener beaucoup plus de glycogène, beaucoup plus de glycogène, beaucoup plus de, parce que c'est un peu aussi, on va dire, le cerveau trompe, on va dire un peu, c'est un petit peu la même histoire avec le sucre, le vrai sucre et le faux sucre. On va en dire c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que le faux et le vrai sucre, ça augmente la glycémie et pourtant c'est pas la même chose. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que là, à l'entraînement, quand tu t'entraînes, c'est que tu trompes en fait finalement ton muscle en lui disant, là c'est lourd, là ça va être difficile. Donc forcément, lui, il va interpréter ça comme un effort plus dur. Donc il va amener beaucoup plus de glycogène parce qu'il va lui falloir plus d'énergie. Et c'est pour ça que la concentration sanguine au niveau du muscle se fait beaucoup plus forte. Ça je vois. Ça me paraît ça me paraît cohérent, ça me paraît logique. Mais du fait que la personne n'arrive pas à finir sa série, ça, j'arrive pas à comprendre pour le coup, puisque c'est le même poids et c'est le même muscle qui travaille, alors qu'il y a moins de glycogène dans le. Déjà, Je veux bien, mais. voilà. Alors déjà que la personne, comme elle travaille, elle se concentre plus, déjà elle travaille moins vite. Donc forcément, comme elle travaille moins vite, l'exécution est plus longue. Donc forcément, comment dire, le muscle est plus longtemps en contraction, donc il se fatigue plus vite. Bon, ok. Euh, C'est quoi attends, je vais revenir parce que ça c'était juste la petite parenthèse que je voulais. On parlait de Morganast. C'est quoi le plus gros que t'aies vu toi, que ça soit en salon ou en compétition? Le mec qui t'a vraiment marqué, tu dis lui il est énorme. Ah ben Ronnie Coleman. Ah Je tu me l'as suis vu? retrouvé sur je me suis retrouvé sur scène avec lui, donc je sais. J'ai fait une compétition avec lui. J'ai plein d'anecdotes sur ma carrière pro. Ah bah on aime ça. Il venait en compétition, donc il y avait deux grands prix qui étaient organisés par à l'époque Dorian Yates, donc le Grand Prix d'Angleterre et le Grand Prix d'Amsterdam. C'était dans le même week-end. Samedi c'était Angleterre, dimanche c'était Amsterdam. Ils avaient organisé en fait le transfert pour aller à la compétition le lendemain à Amsterdam. Et il y avait Ronnie Coleman qui était là, qui venait faire la compétition. Alors bon, on ne sait pas pourquoi il venait là, parce qu'il était au-dessus de tout le monde, il avait un niveau tellement exceptionnel. Et à l'époque, on tirait en fait, c'était au tirage au sort les comment dire les numéros que l'on portait. Aujourd'hui, on nous donne déjà les numéros, hein, on est déjà classé avant de monter sur scène. Qu'à l'époque, c'était retourné sur une table et chacun tirait, c'était le hasard. J'avais dit à mes potes, vous allez voir, Ronnie Coleman est là-bas, vous allez voir que je vais tirer le truc à côté de lui. Et ça n'a pas loupé. Lui, il avait le numéro 6. Moi, j'ai tiré, j'ai pris le numéro 7. Je m'en souviendrai toujours de ce numéro. Et donc, je me suis retrouvé sur scène à côté de lui. D'ailleurs, j'avais mis des photos. J'ai une photo où je suis sur scène à côté de lui. On a l'impression que je suis un touriste, en fait. Quelle année t'as dit ça? C'était en 2006, je crois, ou 2005. Je sais plus. On a eu une petite coupure, mais tout va bien. Le téléphone a eu plus de peur que de mal, hein, il a failli s'enflammer, mais de ton côté. Il prend le feu. Mais c'est bon, on est de retour. Donc, moi je voulais savoir, on parlait de Ronnie Coleman, bon c'est le plus gros, ok. Est-ce que... Attends, je récupère mes trucs. C'est quoi ton meilleur souvenir de compétition? Ah bah mon meilleur souvenir, c'est avec Coleman, hein, forcément, puisque... Ok. Ouais. Oui. C'est quand on se retrouve sur scène et que alors la petite chose qui était rigolote parce que quand il a à un moment donné dans les compètes, chacun fait son posing individuel. Et donc lui, comme il était forcément numéro 6 et moi numéro 7, il passait devant moi, je passais après lui.
Donc en fait, moi, je suis passé après, j'existais même pas. Mais est-ce que il vaut mieux passer après ou passer avant? Ah ouais, non, mais Avant, passer avant parce que derrière, ah ouais, alors, on l'entendait parce qu'il traînait sur scène, les gens ils criaient, ils applaudissaient, ils hurlaient. Et quand je suis passé, ça a été calme, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas compris pourquoi. J'aimerais bien qu'on me donne la réponse. Est-ce que tu as eu J'étais l'occasion de lui parler? inexistant. J'ai fait des photos avec lui et tout, mais bon, toujours pareil. Hein, je parlais pas suffisamment bien l'anglais pour pouvoir discuter avec. Donc, la seule personne où j'ai pu discuter, parce que bon, mon anglais était meilleur, c'était avec Dexter Jackson, parce que je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec lui, et parce que pareil, je me suis retrouvé sur scène avec lui. Et un mec très bien, très sympa. Il était fatigué, je me souviens à l'époque, parce qu'il enchaînait compétition sur compétition. C'était au Pro Maximus en Italie. C'était une compétition pro en Italie et je me suis retrouvé à côté de lui sur scène. J'étais à côté de lui aussi. En fait, sur scène, je me suis retrouvé avec 4 Monsieur Olympia. Donc, j'ai eu la chance d'être avec Coleman, Cutler, Dexter Jackson et Sean Rhodes. Ok. Et celui qui t'a le plus marqué à part Coleman? Dexter Jackson. Parce que lui, c'est dans le même profil, moins gros, mais très dense, des muscles très détaillés. Puis surtout aussi par le fait que lui, il enchaîne compétition sur compétition, qu'il est pas tout jeune et avec une qualité musculaire hors norme, quoi. C'est impressionnant. Hein. Ok. Et toi, ton pire souvenir de compétition pour le coup? C'était l'Ironman à Los Angeles. J'avais un peu loupé ma prépa, on va dire. Toutes les 30 minutes, mon physique changeait. Je gonflais d'eau, je perdais l'eau, je gonflais, je perdais l'eau. Enfin, c'était une horreur. C'était une horreur. Et heureusement que j'avais fait un super posing à l'époque. J'avais fait un posing robotisé, j'avais fait un montage et tout. Les gens se sont souvenus que de mon posing, en fait. Donc, les gens ils m'ont dit, ton posing, il était super, c'était génial. Personne n'a parlé de ma forme qui était pourrie. Et, et donc, ça va, je suis passé à travers. J'ai sauvé l'honneur. Okay. Ça, c'était le pire de tout ça. Bon, et t'as arrêté de faire les compétitions pendant un certain temps. Là, tu vas reprendre quoi, 2023 ? Non, j'ai pas arrêté. Hein. T'as jamais arrêté j'ai jamais arrêté les compétitions. J'ai arrêté le body avant de passer pro pendant 3-4 mois parce que je me suis dit je vais m'essayer à autre chose parce que je voyais que ça n'avançait pas et puis je sais pas, il y avait un truc qui se passait et puis finalement je me suis aperçu qu'au bout de 3 mois c'était vraiment ma passion et dès que j'ai rattaqué un an après je suis passé pro. Ok. Bon, et est-ce que à ce moment-là tu commençais à faire des coachings déjà ou en tout cas disons à amener tes athlètes faire de la compétition ou c'est arrivé après? Alors le coaching pur ça fait 20 ans que je le fais. Donc le coaching mensuel et tout, ça fait déjà 20 ans depuis que je suis ici en fait. Ça fait déjà 20 ans et le coaching d'athlète, ça fait une quinzaine d'années. Et ma team, elle a 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai créé une team parce qu'à l'époque, ça commençait à émerger. Et donc là, je me suis lancé un défi avec Maxime Parisi d'ailleurs. J'ai commencé avec lui sur un défi d'ailleurs aussi. Donc tout était à la base d'un défi finalement. Et puis voilà, ma team a commencé comme ça. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? La compète ou amener tes athlètes en compétition? J'aime les deux, mais effectivement, c'est vrai que non, j'aime les deux. C'est deux choses différentes, mais par contre, je vis vraiment. Je pense que j'ai plus d'émotions à voir mes athlètes sur scène que moi quand je suis sur scène. Ok. Tu as l'impression qu'il y a plus d'enjeux. Je suis passionné, puis quelque part, c'est un travail d'équipe, donc j'ai l'impression d'être sur scène avec mes athlètes. Donc finalement, je me dis que dans l'avenir, le jour où j'arrêterai les compétitions, j'aurai autant de plaisir à suivre mes athlètes. Parce que c'est vrai que je fais un travail de passion. Hein. Je suis vraiment passionné de mon sport. J'aime la transformation physique et d'amener mes athlètes avec qui je connais en fait leur histoire, hein, parce que chaque athlète fait de la compétition par rapport à un but personnel. Et ce qui fait que les gens, ils ont tous envie de réaliser quelque chose. Ils ont tous et ça, seul moi le sais, puisque c'est personnel. Et je suis comme le docteur, hein, c'est-à-dire que comme le médecin, un secret professionnel. Donc je sais quand la personne descend de scène, je sais quel plaisir elle a eu à être arrivée sur scène avec ce physique. Et ça, c'est un bonheur aussi. Pour moi, quelque part, c'est un peu ma récompense.
Ça t'a déjà arrivé de refuser des athlètes ou des candidats qui voulaient rentrer dans un team plaisant parce que tu Ah oui, penses bien qu'ils sûr, n'avaient oui, pas oui. la bonne Ah mentalité oui, oui, ou non, mais les la bonnes mentalité, ambitions non surtout plus? pas. Voilà. Non, non, les ambitions n'ont rien à voir. C'est la mentalité. C'est que je préfère m'entraîner, je préfère entraîner une personne qui vient de nulle part et qui me dit voilà, moi j'ai envie de réaliser un rêve, j'ai envie de me transformer, j'ai envie de faire les choses, que quelqu'un qui arrive avec trop sûr de soi, trop prétentieux. Je peux pas, j'aime pas cette mentalité-là, je le suis pas moi-même, donc j'aime bien les gens qui sont humbles. Donc je veux pas travailler comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec passion et je veux pas travailler avec un boulet, je veux pas travailler juste pour dire bon allez, je prends l'argent et puis derrière c'est pas grave, je suis la personne, même si je m'entends pas bien avec elle. Non, je peux pas. C'est pas. Je suis trop entier moi pour travailler comme ça et je peux pas. Ça me gonfle vite et j'arrête les trucs. Tu t'es fait coacher par Dorian Yates aussi, je crois, hein, ce que j'ai lu. Ouais, ouais, ouais. J'ai travaillé avec Dorian Yates. Quand je suis passé pro, en fait, j'attendais. Je suis passé avec lui pour avoir ma carte pro. Et donc Ouais. j'ai fait un suivi de 5 mois avec lui. Et j'ai fait aussi un suivi avec Alcu Gurley. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça a été Monsieur USA en 89, je crois. En Mhm. 89, il a été pro. C'est un un Nord-américain métissé, donc très bel athlète de mère française. Donc c'est pour ça qu'il était métissé avec des yeux très clairs, très bel athlète. Et lui il m'a coaché. Je suis allé aux États-Unis faire préparer pour lui avant de passer quand j'ai fait mon championnat d'Europe amateur. Et après j'ai rencontré Dorian Yates, j'ai fait une prépa avec lui. Et après je suis passé pro juste derrière. Putain. Et alors, comment c'est quoi? C'est à distance, pareil, il t'envoie des programmes, il y a un suivi hebdo. Voilà, voilà, c'est ça. Alors c'est bien parce que j'ai pu un peu découvrir méthode américaine et méthode française, méthode européenne, qui n'a rien à voir. Les préparations sont pas du tout les mêmes. C'est quoi les différences? Alors la différence, c'est que à l'époque, chez les Américains, on parlait déjà de cheat meal, qu'à l'époque en Europe, alors c'était surtout pas faire d'écart. Et eux déjà, bah ouais. Moi, je me souviens que LQ me mettait du beurre dans mon riz le matin, chose que on n'aurait jamais fait ici en Europe. C'était même pas concevable. Et donc des trainings avec des longues séries, beaucoup de posing, des séances très intenses. Et par contre, méthode européenne, c'était très brut, c'est-à-dire qu'avec Dorian Yates, c'était pas compliqué. J'avais 6 repas, dont 5 où c'était, je m'en rappellerai toujours, c'était facile à faire, hein, 300 grammes de riz et 300 grammes de poulet. Voilà, j'avais 5 repas pareils. Et entraînement lourd, parce que lui, il était à fond dans le lourd. Ouais. Et juste un pré-workout de sa marque à lui à l'époque. Et voilà, c'est très basique, très, très, très basique. Et, Mais à la dure. et alors? Lequel tu penches pour lequel maintenant? Enfin, lequel t'as préféré? Ce qui t'a donné le Ah plus bah de alors, résultats? aujourd'hui, avec mon expérience, j'ai un mix des deux. C'est-à-dire que dans les programmes élémentaires, faut pas faire des trucs trop compliqués parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de faire des trucs. Je vois des programmes passer, moi, avec des trucs bio où on va chercher des huiles des trucs qu'on va chercher dans les montagnes là-bas qui n'existent pas. Et les gens, finalement, ils veulent un coaching pas cher, mais ça leur coûte 3 fois plus cher en termes d'alimentation. Ils n'ont pas plus de résultats et surtout beaucoup plus d'inconvénients. Donc, j'ai gardé cette simplicité que Dorian Yates m'a apporté. Après que j'ai modifié avec mon expérience, évidemment, et mes connaissances d'aujourd'hui, puisque ça a évolué depuis. Et un peu le côté, tout ce qui est travail intense avec LQ, les répétitions du posing, c'est vachement important. Parce que je me souviens être monté sur scène, avoir posé beaucoup de fois, sorti de scène même pas essoufflé, en forme, et alors même pas fatigué. Donc l'endurance musculaire, en fait, on travaille l'endurance musculaire par le posing. Donc aujourd'hui, c'est plus des techniques avec d'autres coachs que j'ai eu aussi, hein, parce que forcément, on apprend des techniques d'entraînement. Après, on crée ses propres techniques, comme je le fais actuellement avec tous mes programmes d'entraînement. Et voilà, après, avec l'expérience, on fait son propre chemin. Petite question bête aussi, mais qui n'est à mon avis pas si bête que ça. Que ça soit Yates ou l'autre personne, je sais pas son, enfin, LQ Gurley. voilà, bon, je connais pas du tout pour le coup. Est-ce qu'à un moment donné ils font mention de chimie, ils font, c'est au bon vouloir, De toute façon, dans la mesure où on fait de l'international, où on veut passer pro, on passe pas pro en mangeant des haricots verts, hein, faut être Non mais honnête. Hein. ça c'est sûr, ils doivent s'en douter, ils le savent, etc. Mais est-ce que, je sais Ah pas, bah oui, non, mais ils le savent, ça fait partie de la préparation. ils t'envoient des posologies, ils t'envoient des choses comme ça aussi, ou c'est vraiment uniquement entraînement nutrition? Non, non, bah bien sûr, ils nous conseillent. Voilà. Ok.
Ok. Tu vois, j'étais curieux parce que je me demandais si Après, je pense qu'il nous conseille. Moi, je pense que j'étais un simple client par rapport à Dorian Yates, par exemple. Je pense que j'étais juste un simple athlète avec qui il a pris de l'argent et voilà, il m'a juste aidé. Mais je pense il est pas allé dans la réalité de ce qu'il faisait lui avec les autres athlètes qui faisaient ouais. Olympia. Ok. Ok, j'imagine qu'il doit y avoir des formules un peu personnalisées, personnalisables en fonction. C'est sûr Ok. même. Très bien. Maintenant, c'est Dorian Yates, pour ceux qui, je sais pas, a été à la traîne, c'est un ancien Olympia, donc qui était en Angleterre, c'est ça, hein, Ouais. qui a été d'ailleurs un des plus grands Olympia, hein, qui est considéré par certains comme un des plus grands, qui s'entraîne effectivement Ouais, lourd. Dorian Yates, c'est un des seuls Européens qui est arrivé, qui a remporté autant de Monsieur Olympia l'un derrière l'autre, hein, Hum. qui a mis tout le monde d'accord. Alors, aujourd'hui, on juge beaucoup sur le dos, sur l'épaisseur du dos. Et je pense que, j'en suis même sûr, c'est lui qui a déclenché ça, en fait, à l'époque. Parce qu'il est arrivé, dès qu'il se mettait de dos, il a battu tout le monde, en fait. Parce qu'il avait tellement un dos épais, tellement large, et c'est parti de là, en fait, les dos épais. Ok, ouais, c'est intéressant. Euh, L'évolution du bodybuilding, là, qu'est-ce que tu penses que qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans le bodybuilding, la compétition, voilà, si tu as un message à faire passer là-dessus, une réflexion à avoir. Alors moi, je pense qu'on devrait revenir un peu en arrière surtout d'un point de vue, comment dire, volume chez les pros, par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont un peu revenus en arrière avec la catégorie des mètres classiques, mais chez les pros, je trouve qu'ils devraient limiter en fait la grosseur des athlètes. Ils devraient revenir à des physiques plus harmonieux, moins denses, parce que malheureusement, beaucoup de jeunes s'identifient à eux, veulent leur ressembler. Donc, comme ils sont forcément mal conseillés et qui vont chercher les informations sur Internet, qui sont souvent, comment dire, étalées par des pseudo-gourous, des pseudo-médecins, des pseudo-chimistes, et qui mettent en danger, en fait, malheureusement, les jeunes qui se mettent au bodybuilding et qui rêvent de devenir Monsieur Olympia. Et je pense qu'on devrait revenir un peu en arrière pour protéger justement toute cette nouvelle génération qui va arriver, parce qu'il y a un moment donné où on est dans la démesure, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de problèmes de santé, il y a des décès. Et le sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sport, c'est pour rester en bonne santé, c'est pour durer dans le temps, c'est pas pour mourir à 30 ans. Voilà, ça, par contre, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage, parce que même moi qui suis passionné de body, aujourd'hui, les pros me font pas rêver. Est-ce que tu as eu des blessures toi dans ta carrière? Jamais. Je me suis jamais blessé à l'entraînement. Je me suis juste blessé avec un mauvais couchage d'un lit, que le truc à la con. J'ai mal dormi, j'ai dû avoir un blocage au niveau du dos qui a créé en fait mon grand dorsal s'est collé en fait sur. On m'a expliqué ça là il y a un an. Hein, donc, et c'est une histoire qui date d'il y a 15 ans. Hein, et non, 10 ans. On a seulement compris ce qui était arrivé. En fait, j'ai eu un déplacement. Je pense que mon dorsal a dû se coller et remonter en fait sur une partie de la cage thoracique, enfin des vertèbres. Et en fait, à l'époque, on aurait dû en fait me faire des massages et de me manipuler pour décoller tout ça, pour que mon dorsal se remette à sa place. Et on ne l'a pas fait. Donc en fait, il a pris forme et il s'est mis à cette place-là. Donc aujourd'hui, quand je pose, il y a une certaine pose où je suis obligé de faire attention parce que sinon je me retrouve avec un dorsal beaucoup plus haut que l'autre. On a l'impression que j'ai une déchirure et c'est pas une déchirure du tout. C'est juste que mon dorsal il s'est collé. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc malheureusement bon bah c'est comme ça. Ça c'est le seul problème que j'ai eu. Sinon j'ai jamais eu de problème de déchirure de quoi que ce soit. Tendinite non plus. En général dans ce sport on en retrouve. Même- Non, même pas. Je peux même pas dire que j'en ai eu. Non, même Bon, pas du tout. heureusement qu'on n'a pas fait un épisode sur les blessures, spécial sur les blessures d'Arnaud Plaisant, parce que sinon il y avait grand chose à dire alors. Non, ah non, bah non, moi là-dessus, c'est clair que, bah, disons que, comme je dis toujours, je me suis toujours entraîné avec ma tête. Donc, je veux pas, j'ai pas de problème d'ego, donc je veux pas me prouver des choses ou en montrant aux autres que je suis capable de porter super lourd pour montrer que je suis fort et au risque de me blesser. Donc, je m'en fous. Ça m'est déjà arrivé de finir mes séances avec des haltères de 12 kilos au biceps alors que je peux mettre 40, hein, et de me retrouver à côté d'un jeune qui me faisait une moitié en termes de volume et qui lui était avec des 30 kilos et qui me sort finalement, je rigole parce que c'est une petite anecdote, et qui me sort et me dit ah bah dis donc,
t'es costaud, mais tu portes pas l'eau, hein. Et là, je lui pose la question, j'ai dit, moi, tu fais du body pour avoir de la force ou pour avoir du volume? Bah, il me dit, pour avoir du volume, hein. Je dis, regarde dans le miroir. J'ai dit, tu me vois comment par rapport à toi? Et là, il me dit, ah ouais, bah, tout le monde rigolait, évidemment, la salle. Bah, j'ai dit, tu vois, je te fais presque, je crois, que je vais avoir 40 kilos de plus que toi. Et j'ai dit, pourtant, j'ai des poids qui sont moins lourds que les tiens. Donc, je lui ai dit, pose-toi des questions. Et là, il a plus rien dit. Sachant très bien que je peux les mettre, les 40 kilos, parce que je les ai déjà fait, mais ça m'intéresse pas aujourd'hui. Ça n'empêche pas que la force, elle est quand même là. Et dans cette ligne de santé là dont tu parles, est-ce que tu consultes régulièrement des spécialistes? C'est quoi tes routines? Moi, je fais un bilan sanguin tous les 6 mois et je fais un test cardiovasculaire tous les 2 ans. Complet. Ok, Voilà. Et je vois un ostéo une fois par mois. d'accord. Qu'est-ce qu'en général les problématiques qui reviennent chez toi, qui te dit Ah ben, c'est toujours la même chose. J'ai toujours deux côtes qui se déplacent à droite, hein, ce qui fait que j'ai toujours une douleur dans le trapèze. Parce qu'avec j'avais repris un peu la boxe en sac. Je faisais une à deux fois du sac pour travailler le cardio parce que moi, aller courir, j'ai horreur de ça. Et je voulais faire autre chose que du body et me sortir un peu la tête de ce sport. Donc, j'ai un sac chez moi sur la terrasse où je fais, comment dire, je faisais des exercices et tout. Et la position, en fait, a fait que ça me crée des tensions au niveau du trapèze à droite. Et en fait, c'est lié au déplacement de deux côtes. À chaque fois, j'ai les deux côtes qui se déplacent. Et puis aussi au niveau des vertèbres cervicales aussi, souvent, Mhm. à cause des trapèzes, parce que j'ai les trapèzes qui poussent la tête vers l'avant. Donc, je suis toujours en résistance avec mes trapèzes. D'accord. Ok. C'est assez fréquent chez moi, c'est régulier. Bon, allez, les trois dernières petites questions de fin. Si on pouvait revenir à 2002, cette fois-ci, tiens, donc il y a 20 ans, à cette période-là, lorsque tu démarres ta première compétition pro, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là? Alors, le meilleur conseil, bah, je sais pas vraiment, puisque j'ai suivi ce que j'avais envie de faire, donc je me suis pas trompé de direction dans ce que je voulais faire. Donc, quand on attend des conseils, c'est qu'on a pris une mauvaise direction. Et à l'époque, bah, de croire de ce que je dis, ce que j'entends encore aujourd'hui et ce que je dis moi aux plus jeunes qui viennent me voir, sois passionné, crois en tes rêves, va jusqu'au bout de ta passion et prends soin de ta santé. Voilà. Avant tout, prends soin de ta santé parce qu'on oublie l'après-compétition, l'après-athlète de haut niveau, parce que forcément, on est au sommet, il y a un moment donné où on est en bas, on redescend, et c'est à ce moment-là où bah, on accuse en fait toutes les mauvaises choses. Donc, Hmm. si ça a été mal fait, et il y a beaucoup d'athlètes qui sont dans des états aujourd'hui, bon, on en a la preuve, hein, on a Flex Wheeler, d'ailleurs, le dernier en date, c'est Flex Wheeler, Qui s'est fait à couper la qui on a jambe, ouais. coupé une partie de la jambe. Donc, c'est pas lié, c'est lié au sport, hein, c'est lié à ce qu'il a fait. Hein. Donc voilà. Donc forcément, c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé entendre. Mais au fond de moi-même, je l'avais déjà. Donc je savais déjà où j'allais. J'avais la tête sur les épaules. Je savais ce que je faisais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté les pros. Parce Ok, que j'avais un choix à faire et je l'ai pris. bah justement, ouais, je me demandais à quel moment tu as décidé que finalement tu serais pas champion du monde ou en tout cas, enfin, c'est pas que tu serais pas champion du monde, mais que Je n'irai pas voilà, à Olympia. ouais, qu'il fallait revoir tes objectifs. Ah bah c'est simple. Hein, j'approchais la quarantaine et je voyais que je faisais des fonds de scène. Donc je me classais pas. Et je voyais. J'ai eu un déclic dans un meeting où les jeunes sont arrivés. Il y avait des jeunes qui étaient là que je connaissais pas, des nouveaux pros qui avaient 25 ans, 26 ans, et je les voyais énormes. Quoi. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, en 3 ans, il y a une évolution telle que je suis complètement à la ramasse. Et là, j'ai dit, c'est plus ma catégorie. Enfin, j'ai plus rien à faire là. Parce que là, vraiment, j'ai plus du tout le niveau. Avant, on pouvait pas dire que j'ai pas le niveau parce que j'étais quand même un pro qui était quand même, Hmm. j'avais quand même du volume parce que j'ai ninja, je suis fin de taille, donc j'avais l'avantage de l'esthétique, ce qui était en ma faveur. Et je dénaturais pas, j'étais pas maigre. Mais là, par contre, ça a été d'un seul coup, je me suis dit, j'ai plus rien à faire là. Là, par contre, j'ai plus du tout le niveau. Et là, j'ai compris qu'il fallait passer à autre chose en termes de comment dire, de protocole et de chimie. Il fallait aller à un niveau beaucoup plus au-dessus. Et là, je savais que c'était des risques avec la santé. Donc là, j'ai réagi en tant que père de famille parce que j'ai 3 enfants. Et enfin, à l'époque, j'en avais que deux. Et là, je me suis dit, je vais pas risquer ma vie, ma santé
pour finalement pas grand-chose, parce que si c'est pour avoir un titre et puis après finir dans des états ou peut-être même mourir pour juste avoir une médaille et être premier, j'ai trouvé ça ridicule. Parce que pour moi, c'est pas ça le sport. Donc, je suis revenu amateur. Je me suis dit, je vais revenir chez les amateurs. J'aurai un bon niveau amateur, ce qui est le cas puisque je fais toujours top 6 dans les championnats du monde. Et cette année, je vise le podium et peut-être même être champion du monde, donc en Master 2. Donc voilà. Mais là, par contre, j'ai du plaisir parce que je sais que j'ai un vrai challenge. Parce que je suis sportif avant tout. Un sportif, il va pas pour juste faire de la présentation, il y va aussi pour faire des résultats. Ok. Un mentor que tu as eu, t'as toujours eu, qui te suit toujours? Enfin, qui te suit. Que toi, tu suis peut-être. Non, du tout, non. J'en ai pas. Pas de mentor. Non, je suis pas Pas de modèle. quelqu'un de. Je suis très indépendant. Je suis pas quelqu'un qui reste en extase devant les gens à regarder, à être en admiration parce que je sais pas, j'ai pas ce truc-là. Pour moi, chaque personne est différente. Donc, quand on est admiratif de quelqu'un, dans ma façon de voir les choses, c'est que on voit une personne, quelque chose qu'on aimerait avoir. D'ailleurs, c'est Arnold qui disait ça. C'est que souvent, on regarde la personne à côté, on veut être comme elle, et cette personne-là veut être comme la personne d'à côté, et ainsi de suite. Alors que la plus grande des choses, c'est d'être soi-même. C'est de se ressembler à soi-même. Le modèle, c'est on doit rester soi-même en fait. On doit pas essayer de ressembler à quelqu'un. Et quand on a un mentor, c'est qu'on veut lui ressembler, on veut être comme lui, et où on veut le prendre comme exemple et de dire je veux faire des choses comme lui, mais finalement, il faut rester soi-même parce que nous, on sera toujours aussi l'exemple de quelqu'un. Ah, c'est intéressant. Donc j'ai jamais été comment dire H2 et pourtant j'ai rencontré Arnold aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et je suis en admiration par rapport au fait que ce soit quelqu'un de connu et qui nous a fait rêver. Mais voilà, je veux dire, je vais pas camper devant le Gold Gym pendant 3 heures pour prendre une photo avec lui, par exemple. Okay. Voilà, c'est comme ça, c'est ma façon de voir les choses. Non, c'est bon, c'est intéressant. Ouais. Un livre à recommander peut-être aux auditeurs ou un truc qui t'a marqué récemment, ou même dans ta vie. J'ai 10 livres à recommander. La méthode de Lavier. Évidemment. Évidemment, je le laisserai dans les liens, comme d'habitude. Celui-là, c'est tous les 2, 3, 4 podcasts en général, il est mentionné. Donc. Bien sûr, parce que franchement, ce qu'il fait, c'est très bien. Parce que pour les gens qui connaissent rien et qui commencent, ça leur donne vraiment des vraies bases. Des vraies bases. Franchement, c'est des bons livres et moi, je les recommande vraiment. Ok, parfait. Pour apprendre et étoffer un peu sa culture sur l'anatomie humaine et sur les techniques d'entraînement. Après, chacun utilise à sa façon et l'exploite comme il veut, mais bon, c'est bien. Franchement, c'est très bien. Top. Eh ben, je laisserai ça en bas. Arnaud, où c'est qu'on te retrouve si on veut te suivre, quand tu as découvert qu'on aime bien ta façon d'aborder Alors, le sujet. surtout, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc plaisant-coach-expert. Et puis sur Facebook, sur Facebook Arnaud Plaisant et c'est celui avec le logo Team Plaisant parce que j'en ai 4 de compte Facebook parce qu'ils sont saturés à 5000 pseudo-amis, on va dire. Et voilà, mais surtout sur Instagram, je suis très présent sur Instagram, je fais beaucoup de directs, je mets beaucoup de stories, je suis très présent sur les stories. Donc avec ma vie d'humoriste culturiste. je me prends jamais au sérieux et mon bureau, surtout, voilà. Alors, la légende d'Arnaud, c'est mon bureau, parce que mon bureau, c'est la plage. Donc, je travaille de mon téléphone, donc je peux travailler de la plage. Donc, tous les gens qui me croisent, qui me suivent, ils me parlent tous de mon bureau. Ok. Bon, ben, dans ce cas-là, on va te laisser retourner au bureau ou ailleurs. Merci Arnaud d'être passé sur le podcast. C'était intéressant, les anecdotes bodybuilding. Je pense que ça va plaire à pas mal de gens, surtout les anciens là qui ont beaucoup écouté les podcasts orientés musculation sur l'émission. Voilà, abonnez-vous au podcast. Ça, pareil, je le dis très peu souvent, mais abonnez-vous comme ça, vous loupez pas les prochains épisodes qui vont sortir. Il y en aura de super intéressants. J'ai des gros invités qui vont venir encore. Et voilà, faites passer, abonnez de force toute votre famille au podcast, que ce soit sur n'importe quelle application. Laissez une note, une évaluation, 5 étoiles, le petit commentaire qui fait plaisir, qui me fait plaisir, hein, je pense qui permet de mieux ressortir dans les classements et puis d'améliorer la visibilité du podcast. Sinon, inscrivez-vous à Lettres Biomécaniques, le lien est en description, c'est la newsletter. Et puis, je pense qu'on a tout dit. Arnaud, est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un mot de fin? Oui, alors pour tous ceux qui ont vu ce podcast, restez positifs, surtout après le Covid, parce que beaucoup de gens sont partis dans la déprime, n'ont pas pu s'entraîner. Gardez vos convictions, restez vous-même, ne changez pas et allez vers les bonnes personnes
lorsque vous voulez évoluer dans ce sport, prenez des vrais professionnels, s'il vous plaît. Ne faites pas n'importe quoi. N'allez pas chercher des youtubeurs pour vous faire suivre. Ce ne sont pas des gens avec d'expérience et ce ne sont pas des gens compétents dans ce milieu. Voilà, ça c'est vraiment la mise en garde que je dis. Et surtout, restez passionnés. Continuez à nous suivre. C'est grâce à vous qu'on peut faire des vidéos et expliquer aux gens et transmettre notre passion. Voilà, voilà. Et j'embrasse très fort les Canadiens, un peuple que j'adore. J'adore le Canada. Donc j'espère un jour y retourner et faire une compétition là-bas. Voilà, voilà. Bon, ben super. Merci Arnaud, merci à tous. À la semaine prochaine. Bye.